quelques années, c'était une des routes les plus dangereuses du monde, la route du centre de Bagdad à l'aéroport. Depuis que je suis dans cette mission, une espèce de confort et de tranquillité d'esprit qui tient à la qualité de notre dispositif de sécurité. Cette résidence est avant tout construite comme une maison de famille. C'est ici que François Hollande a dormi quand il a fait sa visite en Colombie, par exemple. C'est la salle de repli en cas de crise grave. Quand on arrive ici, c'est vraiment l'ultime recours. Techniquement, juridiquement, on est sur la rue là. On a dû poser ces T-walls pour des raisons de sécurité. Je sais qu'on est là pour 10 semaines, on est à fond dedans. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Parce que quand on commence à y penser, après, ça devient long, les semaines qui restent. C'est extrêmement vivant, on vit beaucoup dans la rue, c'est plutôt sympa. On est une des clés, je pense, parce que si un repas se passe bien, tout se passe bien pour l'ambassadeur. Ce qui est énervant, c'est la persistance de ces clichés. Le diplomate, par exemple, dans les films, il n'a pas le beau rôle. Et pourtant, des diplomates encore, c'est pour notre rôle. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans 66 minutes, grand format. Ce soir, nous vous emmenons en voyage dans des petits bouts de France étonnants. Les ambassades, mais attention, pas n'importe lesquelles. Celle de Bogota en Colombie et celle de Bagdad en Irak. En zone de guerre comme en Irak, donc, la vie de la Maison France ne tolère aucun faux pas. Les déplacements de l'ambassadeur sont placés sous très haute surveillance. Les employés de l'ambassade, eux, vivent en totale autarcie, sous l'œil des caméras et à l'ombre des barbelés. À l'inverse, à Bogota, l'ambassade de France et ses conseillers ont une vie bien plus douce et tout semble, du moins en apparence, bien plus simple. Le contraste entre ces deux territoires français est sidérant. Qui sont ces femmes et ces hommes qui portent les couleurs de notre pays au bout du monde? À quoi ressemble leur vie? C'est une immersion signée Grégory Hérault et Damien Fleurette. Aéroport international de Bagdad, Henri d'Aragon a 29 ans. Il est en poste depuis 2 ans dans la capitale irakienne. À chacun de ses déplacements, ce diplomate, deuxième conseiller à l'ambassade de France, voyage sous bonne escorte. Voiture blindée, hommes armés et gilets pare-balles. C'est la procédure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sortons de l'ambassade, nous pourrons être sous nos véhicules escorte blindés, 2 à 3 véhicules, et en permanence avoir le gilet pare-balles. 28 km séparent l'ambassade de France de l'aéroport. Il y a quelques années, c'était une des routes les plus dangereuses du monde, la route du centre de Bagdad à l'aéroport. Le convoi diplomatique va mettre 45 minutes pour effectuer le trajet et franchir plusieurs points de contrôle. Tirs de roquettes, enlèvements, la menace est bien réelle. Les consignes de sécurité sont claires. Je vais vous demander de ne pas ouvrir les portes d'initiative. Donc ce sera soit sur ordre ou alors si on ne vous dit rien, c'est qu'il y aura quelqu'un qui vous ouvrira les portes. Bagdad, 8 millions d'habitants, est une ville divisée. D'un côté, la zone verte, baptisée la Petite Amérique, ultra protégée depuis la chute de Saddam Hussein en avril 2003. C'est ici que se trouve l'ambassade des États-Unis ou encore la représentation de l'ONU. En face, sur la rive gauche du Tigre, la zone rouge, où les risques sont élevés. C'est là que se situe l'ambassade de France depuis 2004. Donc là, on est dans l'ambassade. Un bâtiment bunkerisé, accessible par une rue. Une rue barrée à ses 2 entrées par des portes blindées et transformée en forteresse. Merci. Donc techniquement, juridiquement, on est sur la rue là. Et là, voilà, en fait, le bord de la route est ici. Et on a dû poser ces T-walls pour des raisons de sécurité, évidemment. Les T-walls, des murs en béton de 4 mètres de haut pour protéger l'ambassade des explosions et des voitures piégées. En 2016, c'est dans ce quartier que s'est déroulé l'attentat le plus meurtrier de Bagdad, un attentat qui avait fait près de 350 morts. À 13 000 km de là, changement d'ambiance. Au cœur de la cordillère des Andes, à 2600 mètres d'altitude, Bogota, la capitale de la Colombie. Pas de véhicules blindés ni d'escorte armée. Frédéric Laurent, le consul de France, se déplace à vélo. Nous sommes dimanche et il y a une urgence à l'ambassade. Vous êtes d'astreinte? Un dimanche, ça arrive parfois. Ce touriste français doit quitter la Colombie dans quelques heures. Problème,
il n'a plus de passeport. C'est une perte, un vol? Une histoire assez classique. Oui. La perte? Bon, ça va. Un sésame indispensable que Frédéric a accepté de lui délivrer en un temps record. Alors, des yeux marron, marron vert, ils ont mis marron. Ça fait longtemps que vous êtes en Colombie? Ça fait presque 20 jours. En 30 minutes, le tour est joué. Une procédure d'urgence qui en France prendrait entre 24 et 48 heures. Gaëtan, le touriste français, n'en revient pas. Je pensais vraiment pas qu'en 12 heures, puisque en gros c'est ça, j'étais susceptible d'obtenir voilà, un remplacement pour mon passeport. Donc oui, je suis très positivement étonné. Mais un grand merci. Je vous souhaite un bon retour, une bonne continuation. Une réalité à Bogota, une autre à Bagdad. 2 ambassades françaises parmi les 163 à travers le monde. Des lieux secrets, aux informations classées confidentielles, où s'écrit au quotidien la politique française à l'étranger. Je reçois Madame Ruidas, qui est la numéro 2 ici du système des Nations Unies. Je t'en prie. Merci beaucoup. Où là, il y a une ligne vraiment totalement sécurisée, on est sûr qu'il n'y a pas d'intrusion. Des petits bouts de France, où vivent et travaillent plus de 10 000 fonctionnaires, des expatriés pas comme les autres. Certains, comme Yannick, ont fait le choix de passer plusieurs mois coupés du monde, loin de leur famille, pour vivre une nouvelle aventure professionnelle. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Parce que quand on commence à y penser, après, ça devient long, les semaines qui restent. À 32 ans, Pauline vit sa première expérience de diplomate à l'étranger, à 8600 km de la France. C'est une ville dans laquelle on peut vivre et on se balade, mais où les risques sont supérieurs à ceux qu'on connaît en Europe, nettement. Des missions parfois risquées dans des pays encore instables, où la sécurité rythme le quotidien des diplomates français. Mais je serai en mesure de la mettre en œuvre si jamais je dois m'arrêter et apporter un appui à mes camarades. De la Colombie à l'Irak, 2 ambassades ont accepté de livrer leurs petits secrets. Immersion au cœur de la diplomatie française. Bagdad, dans le quartier de Karada. Au fil du temps, au gré des crises et des conflits, l'ambassade de France s'est peu à peu retrouvée enclavée. L'ancienne maison bourgeoise s'est transformée en petit village ultra sécurisé, où vit une vingtaine d'expatriés, en totale autarcie. C'est le cas du diplomate Jean-Noël Beaunieu. On va aller voir les générateurs, contrôler que tout va bien. Il est chargé, entre autres, de la sécurité des lieux. Des lieux qu'il connaît dans les moindres recoins. Ici, il y a de quoi parer à toute situation. Voilà. Donc là, on a 2 générateurs pour l'électricité de l'ambassade. Si la ville tombe dans le noir, l'ambassade française restera alimentée en électricité. Donc voilà, ça c'est un autre point névralgique pour l'ambassade. Ce sont les réserves d'eau et de fioul. On peut tenir jusqu'à 15 jours. Et dans les sous-sols de l'ambassade, se trouve un endroit bien plus confidentiel, à l'accès très réglementé. On y accède par un dédale de couloir, après plusieurs sas et portes blindées. On espère ne pas avoir recours à cette salle-là de l'ambassade. C'est la salle de repli en cas de crise grave. Donc ici, vous avez des rations de combat, qui sont nos stocks de vivres. Vous avez ici des stocks d'eau. Vous avez ici des lits picots, ce qu'on appelle des lits picots, qui sont des lits pliables pour dormir. Si l'ambassade était assiégée, le personnel serait confiné dans cette pièce en attendant les secours. Quand on arrive ici, c'est vraiment l'ultime recours. Voilà. Et donc voilà, il faut qu'on soit en mesure de tenir. L'ambassade abrite l'ensemble des services administratifs et les logements d'une partie des employés. Les diplomates, eux, habitent juste en face dans la résidence de France. C'est le cas de Bruno Aubert, 62 ans, l'ambassadeur en poste à Bagdad. Lorsqu'il rejoint ses appartements de l'autre côté de la rue, bordé par les murs anti-explosion, il est accompagné d'un militaire du GIGN. Voici son logement, un appartement de 60 mètres carrés en rez-de-chaussée.
Je suis là, notre invité va arriver. Très bien. Il y a un salon, il y a une salle à manger qui peut héberger jusqu'à 10 ou 12 personnes. Donc cet espace sert aussi d'espace de travail. Donc je reçois des collègues ou des partenaires, des interlocuteurs irakiens de la communauté internationale. Ce jour-là, il reçoit un invité de marque. Chère Martha. Bonjour, ça va? Martha Rouedas est la numéro 2 des Nations Unies à Bagdad. Je t'en prie. Merci beaucoup. Un rendez-vous officiel qui va permettre d'échanger sur l'actualité locale, le plan de reconstruction du pays ou encore les dernières nominations à des postes clés en Irak. Il y a eu de bons résultats de changement politique. Le directeur général des minages. Ah oui, parce que j'avais entendu parler d'une espèce de... Il a eu... Mais l'exercice de la diplomatie n'est pas partout le même. Et la vie d'un ambassadeur à Bagdad n'a pas grand-chose à voir avec le quotidien de celui de Bogota. Il est 6 h du matin. Au milieu des joggers de la capitale colombienne, en t-shirt noir, Gauthier Mignot, 49 ans, accompagné de son officier de sécurité. L'ambassadeur de France termine ses 35 minutes de footing quotidien. Ça permet à la fois de se réveiller, de se nettoyer la tête, de se nettoyer les poumons aussi, parce qu'à cette heure-ci on sent pas encore la pollution. En plus là, comme je suis entre deux déplacements, j'étais à Cali hier, je repars à Medellín demain, donc c'est un peu la journée où il faut évacuer beaucoup de choses au bureau et rencontrer un certain nombre de gens. À plus tard. Tout comme son homologue en Irak, le diplomate français habite à la résidence de France. À 2 différences près, Gauthier Mignot vit ici en famille. Et surtout, la résidence colombienne de l'ambassadeur n'a rien à voir avec l'austérité de l'appartement de Bagdad. Une maison de maître, de 3 étages et de 450 mètres carrés, au milieu d'un écrin de verdure. Tatiana est l'épouse de l'ambassadeur. Elle a accepté de nous ouvrir les portes des appartements privés. Cette résidence est avant tout, elle a été construite comme une maison de famille. Mais il y a cette chaleur qui fait que les gens, quand ils arrivent, se sentent chez quelqu'un, pas dans une institution. Un salon en boiserie. D'habitude, après le dîner, on allume la cheminée, on prend des cafés, etc. C'est vraiment les moments d'intimité. Juste à côté, un vaste espace de réception. Dans un style purement français, quand même. Complètement français, c'est-à-dire toute la décoration, c'est Paris. Avant d'emprunter d'imposants escaliers en marbre pour rejoindre l'appartement privé de l'ambassadeur. Un séjour, une chambre, une salle de bain, un bureau, une petite kitchenette qui ne sert à rien parce qu'on ne peut pas se faire à manger ici. Sur le même palier, les chambres réservées aux invités prestigieux. C'est ici que François Hollande a dormi quand il a fait sa visite en Colombie, par exemple. Enfin, au dernier étage, les chambres de ses 3 filles. Tatiana vit l'aventure diplomatique de son mari en le suivant au gré de ses affectations. Dakar, Mexico, puis Bogota. Et à son arrivée ici il y a 2 ans, Tatiana a apporté quelques touches personnelles niveau déco. Ça, c'est à nous. C'est un artiste sénégalais que j'adore, qui s'appelle Soli Cissé. Et tout ce qui est africain, c'est à nous. Il y a des vases qui viennent de notre séjour au Mexique, qui était notre premier poste à l'étranger. Mais femme d'ambassadeur ou pas, elle a dû demander la permission. Et qui vous demande la permission? Paris. Il a un département du ministère qui gère tout ça. Mais cette maison, Gauthier Mignot n'en profite que très peu. Le mari de Tatiana est du genre courant d'air. La famille est relayée au second plan. Alors pour l'ambassadeur, le petit déjeuner, c'est sacré. Et hier, ça s'est passé comment? T'as parlé avec Paulina sur la filmo? Ah non, j'ai oublié. Maman m'avait demandé la question. Ce matin, il n'a que quelques minutes à accorder à sa fille de 16 ans, en pleine révision du bac français. En ce moment, je repars 30 ans en arrière. Parce qu'on révise un certain nombre de textes ensemble. Donc voilà, beaucoup d'auteurs de la Renaissance. Ronsard, Rabelais, Labbé, Montaigne, Louise Labbé. Pas facile, Louise Labbé. Normalement. Et il y a une partie de concession à faire sur la vie de famille quand on est ambassadeur? Il y a surtout une discipline à s'imposer pour dire stop à un moment dans les engagements, dans les activités et garder du temps pour la famille. Parce que c'est vrai que c'est une des difficultés.
Je vais aller chercher ma veste, on y va. Ainsi va la vie d'un papa ambassadeur, avec un costume qui colle à la peau, quand il dépose sa fille au lycée français en compagnie de sa chienne Canella, mais aussi de ses 2 gardes du corps, qui ne le quittent jamais. On n'a pas une vie tout à fait normale quand même quand on est ambassadeur. Non, 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 et ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer parce que quand on est à Paris, avant d'être ambassadeur ou même quand on rentre à Paris pendant un séjour à l'étranger, ben, on redevient un citoyen lambda, quoi. Et on prend le métro, on se balade tout seul dans la rue, etc. On prend sa voiture, ici c'est pas comme ça effectivement. C'est sûr, dans la vie personnelle, c'est pesant de devoir sortir accompagné, on fait presque tout le temps. C'est aussi une contrainte un peu logistique. En réalité, on est ambassadeur 24 heures sur 24. L'ambassade ne se trouve qu'à 500 mètres de là, à vol d'oiseau. Mais c'est en voiture que Gauthier Mignot s'y rend chaque matin, toujours suivi par un second véhicule. C'est le protocole de sécurité en Colombie. 3 minutes de trajet pour aller à l'ambassade dans l'un des quartiers les plus sûrs de Bogota. Des mesures de sécurité omniprésentes dans le quotidien des ambassadeurs. Elles peuvent paraître impressionnantes. Ce n'est rien au regard de celles qui accompagnent le représentant français en Irak. Lorsque Bruno Aubert doit quitter l'enceinte de la forteresse à Bagdad, c'est branle-bas de combat. Aujourd'hui, son Excellence doit se rendre au ministère irakien du Plan, de l'autre côté du Tigre. Mais avant que le convoi ne quitte l'ambassade, les gendarmes d'élite du GIGN inspectent minutieusement tous les véhicules. On contrôle tous les véhicules et à l'intérieur du capot, tout ce qui peut être ouvert mécaniquement fait. Il pourrait y avoir des tout ce qui est sabotage. Quant aux fusils d'assaut, ils sont en permanence à portée de main. La menace est toujours présente. Je ne ferai pas usage de mon arme en conduisant, il faut rester réaliste, mais je serai en mesure de la mettre en œuvre si jamais je dois m'arrêter et apporter un appui à mes camarades. Bruno Aubert est un spécialiste du Moyen-Orient. Il a 40 ans de diplomatie derrière lui. En acceptant il y a 2 ans cette mission en Irak, il en a aussi accepté les risques. Un danger auquel il s'est habitué et fait entièrement confiance aux hommes qui assurent sa sécurité. Depuis que je suis dans cette mission, une espèce de confort et de tranquillité d'esprit qui tient à la qualité de notre dispositif de sécurité et des hommes chargés de la protection. La situation à Bagdad s'est considérablement améliorée depuis 2 ans. Donc la probabilité statistique d'un attentat a fortement décru. Le convoi diplomatique arrive en zone verte, la zone archi-sécurisée de la capitale irakienne. Bruno Aubert a rendez-vous avec le vice-ministre du Plan et ses proches conseillers. Aujourd'hui, l'ambassadeur vient signer un chèque au nom de la France. Par ici, monsieur l'ambassadeur. La France a décidé d'apporter son soutien économique à l'Irak. Tous les ans, Paris donne 30 millions d'euros pour accompagner le pays dans sa reconstruction. Ce jour-là, Bruno Aubert va paraffer un accord d'assistance technique et débloquer 250 000 euros pour l'alimentation en eau du pays. Le vice-ministre et moi-même, nous étions en quelque sorte les témoins politiques. On portait ça au plan politique. Donc voilà, il y a eu un petit discours de chaque côté qui marquait l'intention et l'objet, et ensuite la signature par les institutions, les instances intéressées. L'ambassadeur est l'un des seuls diplomates à pouvoir sortir hors des murs de la forteresse. Pour des raisons de sécurité, les autres employés de l'ambassade demeurent confinés entre les portes blindées et les gardes armés. Peu de distractions, mis à part de l'exercice physique en fin de journée. Et ici, contrairement à Bogota, le footing se fait dans l'enceinte de l'ambassade, avec un seul parcours, le tour du bâtiment, soit 150 mètres. Je ne compte pas les tours ni les mètres, parce que c'est un peu déprimant, vu que je cours beaucoup d'habitude. Donc là, je regarde juste le temps, je me fais 10 dans ce sens-là, et 10 dans 10 minutes, ça me fait 20.
Ça se rajoute à tout ce que je fais, c'est bon. Myriam est responsable de l'état civil à l'ambassade. Elle court tous les jours. En plus de cette unique piste de jogging, elle a également accès à un endroit très prisé des employés. C'est la salle de... Par ici, il y a toute la muscu. Là, c'est les vélos. Les rameurs. Et le vélo électrique. Et puis par là, il y a quelque chose que je vais vous montrer. C'est la balance. Voilà. Mais ne croyez pas que c'était que pour les femmes. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs gars venir se peser. Et voilà. Cette salle de sport, c'est l'un des seuls moments de détente. Tu veux qu'on mette quoi là? Dans le rôle du DJ, Henri, le jeune diplomate. Un peu de musique qui plaise à tout le monde. On voit que là aussi, pour le sport, c'est la vie de communauté. Ah oui. Ouais, parce que la salle de sport, les gens ils vont à chaque heure. Avec les gendarmes, ils ont des horaires différents, donc eux peuvent venir le matin, l'après-midi, nous souvent le week-end ou essentiellement le soir. Pour Myriam, comme pour tous, le sport c'est bien sûr une façon de rester en forme, mais aussi de tromper l'ennui. Ça permet de sortir de sa chambre et de voir d'autres personnes, de dire bonjour, au revoir, voilà quoi, parler un peu. Sinon, c'est dur. Pour rompre le confinement et l'enfermement, une fois par semaine, les employés de l'ambassade sont de sortie, par petits groupes et sous la protection de militaires du GIGN. Ils partent faire leurs courses dans une épicerie. On sort, mais nous restons dans la même rue. La rue qui est sécurisée par une société privée d'un côté et la police diplomatique de l'autre. Sorti à 200 mètres maximum de l'ambassade. Voilà, c'est 150 mètres, donc 300 mètres aller-retour, petite marche. Et nous allons à l'épicerie du coin que l'on appelle Habibi. Chez Habibi, les Français peuvent acheter des produits de première nécessité. Du café, des œufs, du shampoing. Oui, j'ai payé 15 $. Et j'ai pris du pain, de l'eau, une boîte de lait et deux petits paquets de biscuits. Voilà, c'est tout. À Bagdad, ils sont nourris, logés, blanchis. Alors faire ses propres courses ici, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un des rares moments d'autonomie, entre guillemets. C'est-à-dire, on choisit un peu ce qu'on achète. Alors le choix est extrêmement minime. Bon, il y a des pâtes, il y a un peu d'épices, mais on fait les courses soi-même. Le fait de pouvoir le faire soi-même, de marcher un petit peu sans chez les barbales, ça c'est un petit luxe en fait. Pour des raisons de sécurité, le petit groupe ne va rester sur place que 15 minutes. Mais aujourd'hui, les employés de l'ambassade vont pouvoir prolonger le plaisir. Il y a la brioche aussi. Un brunch au soleil, dans le jardin, avec des produits ramenés de France. Chacun fait l'effort de ramener un petit peu de chez soi. Comme ça, on partage et on goûte, ça change. Voilà, comme la confiture faite par la maman de Gabriel, le café aussi. Et en ce jour de repos, il y a une visite qui est particulièrement attendue par certains. Mohamed vient toutes les semaines à l'ambassade. Il connaît le chemin par cœur et il a ses petites habitudes. C'est le coiffeur à domicile de la délégation française. Yannick, le chef cuisinier de l'ambassadeur, a justement rendez-vous. Je vous en prie. Il est plutôt confiant et détendu, mais lors de sa première coupe avec Mohamed, il a eu une petite surprise. Au début, en fait, j'avais pas compris qu'il parlait pas anglais. Je lui ai expliqué en anglais et après je me suis rendu compte qu'il n'avait pas tout compris. Du coup maintenant il connaît toutes les coupes de toute l'ambassade, on n'a plus besoin de parler, on n'a plus besoin de lui expliquer. Pique-nique à l'ombre des barbelés et des sacs de sable, coupe de cheveux dans les murs de l'ambassade. Le quotidien des employés diplomatiques de Bagdad ressemble à tout, sauf à un conte des 1001 nuits. À 13 000 km de là et de cette vie carcérale dans les rues du centre-ville de Bogota. Il y a foule sur l'avenue Septima. Les Colombiens s'y rendent en famille le week-end. C'est aussi journée sans travail pour Pauline.
et son collègue Santiago. Deux employés de l'ambassade de France. C'est extrêmement vivant, on vit beaucoup dans la rue. Les gens sortent beaucoup de chez eux. C'est pas très organisé, mais c'est plutôt sympa. Pauline Younes Moreno est une jeune diplomate de 32 ans. Elle est arrivée à Bogota il y a presque 2 ans. C'est la première secrétaire de l'ambassade de France. Contrairement à ses collègues en Irak, elle a tout loisir de s'immerger dans la culture locale. Et ici, les expériences sont à chaque coin de rue. De la bave d'escargot. Ça sert pour les rides, les cicatrices et tout ça. Seule obligation donc, garder l'esprit ouvert. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Celle-là, c'est 1000. Celle-là, 20 000. Et celle-là, 40 000. No, la más pequeña. Et voilà, elles sont assez grosses. Elles sont aphrodisiaques. Ce sont, pour traduire littéralement, c'est fourmis aux grosses fesses. Voilà. Voici. J'en ai dire 3 et c'est... C'est frit en fait. Oui, quoi que un peu de cacahuètes en fait. Ouais. C'est un peu salé quoi. Ah, et aphrodisiaque. Mais si Pauline et Santiago ont décidé de flâner à la colombienne, ils doivent, malgré les apparences, rester sur leur garde. Les risques sont supérieurs à ceux qu'on connaît en Europe, nettement. C'est la première affectation pour cette jeune diplomate, son premier poste à l'étranger. Son lieu de travail, le voici. Un bâtiment de 6 étages aux allures de blocos construit dans les années 90, dans un pays à feu et à sang. Une Colombie alors sous le règne de la terreur, du trafiquant de drogue, Pablo Escobar. Ici, c'est la maison des 6000 Français qui vivent en Colombie. Un passage obligé pour toute démarche administrative, pour voter par exemple. Je mets mon adresse en France. Ou pour les déclarations de naissance. C'est une petite fille, Liv Kenza. Date et lieu de naissance, les noms et tout. Tout. Non, bagne à côté, d'accord. Gauthier Mignot, l'ambassadeur travaille au dernier étage dans une zone protégée. La chancellerie, le centre névralgique d'une ambassade. C'est ici que sont traitées les informations confidentielles. Depuis son bureau, l'ambassadeur dispose d'un contact permanent avec le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Le lien sécurisé avec le ministère, c'est à travers nos canaux informatiques, hein, qui passent par des canaux sécurisés, notamment pour tout ce qui est la correspondance diplomatique, les notes diplomatiques, et donc à Bakou. Et puis on a également un téléphone sécurisé pour les appels confidentiels défense, voilà, où là, il y a une ligne vraiment totalement sécurisée, et on est sûr qu'il n'y a pas d'intrusion. 75 personnes travaillent ici, toutes sous les ordres de l'ambassadeur. Bonjour Paul, ça va? Il y a sa garde rapprochée, avec Anne Petot, sa numéro 2. Bonjour Anne, ça va bien? Et 2 jeunes conseillers, dont Pauline. Bonjour monsieur, ça va? Vous allez bien? Ouais. Ça va? Bon, réunion de service tout à l'heure? Réunion de service tout à l'heure. Très bien. Aujourd'hui, Gauthier Mignot réunit l'ensemble de ses collaborateurs pour le point hebdomadaire. Angeline, ça va? Les conseillers prennent la parole sur les dossiers en cours, chacun dans son domaine. Anne, son bras droit, sur la visite du ministre allemand des Affaires étrangères. Il a eu, comme souvent en ce moment nos visiteurs, 2 axes de dialogue, paix et sécurité, bien entendu, et Venezuela. Pauline, elle, est en charge de la politique intérieure colombienne. On est quasiment à 1 an de la prise de pouvoir du président Duque. Il était effectivement temps qu'il puisse faire voter sa feuille de route. Ça va nous libérer aussi le paysage au Congrès pour les textes nouveaux dont on attend la ratification. Économie, culture, éducation, sécurité, tout est passé en revue. L'objectif, c'est déjà effectivement de mentionner un peu les principaux sujets de la semaine ou des prochaines semaines, et puis que chacun puisse mettre sur la table les sujets sur lesquels il est important que les autres chefs de service soient informés ou qu'on puisse échanger. Mais il existe un endroit tout aussi important que les salles de réunion pour fixer les grands enjeux de la politique étrangère française.
Qui dit rayonnement de la France, dit gastronomie. Les cuisines, c'est la deuxième chancellerie, là où se concoctent les petits plats de la diplomatie française. Mais parfois, la mission s'avère très compliquée. Yannick Martin est le chef cuisinier de l'ambassadeur à Bagdad. Après 7 ans passés à Matignon au service du Premier ministre, il a répondu à l'appel de l'Irak. Sa mission, préparer les repas officiels en tenant compte des spécificités locales. La première étant Hello, Omar. De faire les courses. Bonjour Yannick, comment ça va? Good, and you? Omar est le commis irakien de Yannick. J'ai trouvé du saumon dans ce marché. Good news, show me. Le chef ne peut pas sortir de l'ambassade, alors il a dû apprendre à choisir ses produits à distance par appel vidéo. Celui-là, c'est du saumon. Ok, it's fresh? Yes. Oui, il est frais. Ok, this one is good. Bring me all the fillet. Déjà, moi, je suis heureux quand il me trouve ça. C'est tellement rare que... Il y a aussi de la viande. Yes, ok. Lamb chop, yes. I saw. Yes. Oui, des côtelettes. Thank you, see you, bye bye. Les courses sont faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Yannick n'a pas le choix. Il doit sans cesse se démener, surtout au moment de préparer les repas. Bah là, on est à peu près sur 5 mètres carrés. Et donc, il y a là 5 mètres carrés avec l'office. 5 mètres carrés, où il joue au contorsionniste. Il faut bien s'organiser parce que c'est vrai qu'on est vite débordé. Ce n'est pas cauchemar en cuisine, mais les conditions de travail ne sont pas vraiment idéales. Après les dorures de Matignon comme sous-chef, Yannick a signé à Bagdad, en toute connaissance de cause. Je me suis dit, il y a un moment, il faut voir autre chose. Et c'était peut-être le temps pour moi de me lancer, de devenir chef de cuisine, enfin. Même si c'est une petite structure, c'est quand même sympa d'être aux commandes. Comme tout le personnel de l'ambassade, sa mission va durer 3 ans. Entre les 4 murs de sa cuisine au service de l'ambassadeur et ceux de son préfabriqué. Voilà mon chez moi. Je vous fais la petite visite. De 15 mètres carrés, où forcément, tout est petit. Voilà, une petite salle de bain, c'est pas énorme. Voilà ma petite chambre. En gros, on a tous à peu près cette configuration-là. On est en Algeco, en fait. Et après, on l'installe comme on veut. Quant à la vue, elle n'est pas vraiment imprenable. Des barbelés. Yannick retrouve sa femme et ses 2 enfants tous les 3 mois. Dans le jargon des ambassades, on appelle ça les périodes d'aération. On sait qu'on est là pour 10 semaines. Voilà. Là, on est à fond dedans. On ne pense pas à grand-chose d'autre. Voilà. Et après, c'est la récompense, c'est de rentrer à la maison, voir la famille. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Parce que quand on commence à y penser, après, ça devient long, les semaines qui restent. À Bogota, voici Christophe Chaduto. Lui n'a pas l'obligation de confinement. Le chef de l'ambassadeur de France en Colombie va faire ses courses au marché. Hola, buenos días, ¿cómo va? Doña Marta está ou non? Oui, monsieur, tout est là. À 7 h du matin, le chef cuisinier de la résidence de France n'a pas une minute à perdre. Aujourd'hui, il doit préparer un déjeuner officiel. Contrairement à son collègue de Bagdad, il n'a que l'embarras du choix. Aujourd'hui, il doit préparer un déjeuner officiel. Contrairement à son collègue de Bagdad, il n'a que l'embarras du choix. Je vais acheter des fruits parce que j'ai un menu où je vais utiliser beaucoup de fruits pour les sauces, c'est pour ça. On va en profiter de la richesse de la Colombie. Christophe jette son dévolu sur ces fruits de la passion dont raffole son patron. Ça bien? Ça va être parfait. Gracias. Comment t'as? Puis sur du filet de bœuf. Una pregunta, ¿tiene lomo? ¿De res? Oui. Me regala 1,5 kg, por favor. Tu divises par 3,5. Ça fait 8 €. Des prix 3 fois moins chers qu'en France, mais Christophe doit justifier chaque dépense. Que ça soit pour faire la cuisine, que ça soit le choix des vins. Au revoir. Ah ouais. Et si une fois j'ai perdu un billet, je l'ai mis de ma poche. Donc, Mettre les petits plats dans les grands sans flamber, c'est sa feuille de route.
Et depuis 8 ans qu'il travaille à la résidence de France, il a dû réduire la voilure. On arrive à jouer sur des saveurs tout en maîtrisant les coûts. Parce que c'est maintenant, depuis la crise qu'il y a eu en France, c'est maintenant ça qui fait que on est obligé de faire attention à tout ça et en même temps de sortir de l'excellence avec ce que l'on a. Fin de matinée, l'ambassadeur accueille son invité. Merci beaucoup. Carlos Alfonso Regret, le défenseur du peuple, l'équivalent du défenseur des droits en France. C'est la première fois qu'il est accueilli ici. Une coupe de champagne, oui. En cuisine, Christophe est seul au fourneau. Ici, pas de commis ou de sous-chef. C'est aussi ça, le quotidien d'un cordon bleu diplomatique. J'ai préparé une terrine de truite et saumon fumé avec une mousse de vinaigrette à base de physalis et d'huile d'olive. Une faute de goût, et c'est tout le travail de l'ambassadeur qui peut être anéanti. On est une des clés, je pense, des contrats qui sont signés ou négociés. Parce que si un repas se passe bien, tout se passe bien pour l'ambassadeur. La cuisine et les repas français, une des armes favorites des diplomates du Quai d'Orsay. Mais rien ne remplace le terrain. Comme un homme politique en campagne, Gauthier Mignot sillonne le pays, à la rencontre de militants engagés dans le processus de paix et qui demandent un coup de pouce de la France. Cuenten con nosotros para apoyar la idea de una reunión del Consejo de Seguridad. Ou encore, une visite dans une école colombienne où l'on enseigne le français. Gauthier, c'est comme Gutiérrez en espagnol, si. Bien loin du statut de nanti de la République déconnecté de la réalité, de cette vie rêvée d'ambassadeur, véhiculée par la publicité. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. Des clichés, pas vraiment au goût des diplomates. Ce qui est énervant, c'est la persistance de ces clichés et voilà, et la distance par rapport à la réalité. Le diplomate, par exemple, dans les films, souvent, il n'a pas le beau rôle. C'est le type qui ne pense qu'à la réelle politique, qui va freiner le héros, qui lui n'écoute que son bon cœur. Et pourtant, des diplomates en cœur, on en trouve. Mais la diplomatie, comme au cinéma, cela existe aussi. Le soir venu à l'ambassade de France à Bagdad, il existe des rendez-vous assez discrets. Ahmed est un officiel irakien. C'est un visiteur du soir régulier. Bonsoir. Il est accueilli par Henri d'Aragon. Avant Bagdad, le jeune diplomate qui parle parfaitement arabe était en poste en Arabie Saoudite. Ils vont passer 1 heure ensemble. Pour le conseiller, Ahmed est une source d'informations très précieuse. Il est l'ancien conseiller diplomatique du président du Parlement, enfin du précédent président du Parlement, avec qui nous entretenons de très bonnes relations, même des relations d'amitié. C'est important d'entretenir des dialogues avec toutes sortes d'experts de la vie politique irakienne et surtout de varier les interlocuteurs. Ça, c'est très important, surtout en Irak, car comme nous ne pouvons pas beaucoup sortir, ce sont ces gens-là qui peuvent nous donner des éléments d'information assez précieux et surtout des personnes à qui on peut faire passer des messages également. Des échanges plus directs loin des salons officiels, ce qui permet aux diplomates français de renforcer les liens de coopération sur des sujets sensibles. Notre coopération et nos échanges, ça représente beaucoup de choses, à la fois bonnes pour l'Irak, mais aussi pour la France. Spécialement en ce qui concerne la lutte contre Daesh. Et l'aide de la France pour combattre Daesh dans notre pays est importante. Nous, on a besoin de toutes les aides possibles, particulièrement des aides techniques, car c'est une grande menace qui peut diviser l'Irak, encore aujourd'hui. Depuis la chute de Daesh, la capitale irakienne retrouve un semblant de normalité. Pour les employés de l'ambassade de France, c'est aussi la possibilité de s'évader du bunker. C'est le cas de Myriam. Ce soir, exceptionnellement, elle est de sortie.
Son cavalier est Henri d'Aragon. Il ne l'emmène pas en carrosse, mais en citrouille, un fourgon blindé aménagé en minibus. Lorsque nous nous déplaçons en groupe, c'est assez rare, nous prenons ce véhicule qu'on appelle entre nous la citrouille. Ouais. C'est le bus magique, hein. Et à chaque fois on est content de le prendre parce qu'en général ça veut dire qu'on sort tous ensemble. Direction l'Institut français en Irak, à 500 mètres de l'ambassade. Mais hors de question de s'y rendre sans escorte. Voilà, deux fois je me suis dit mais on peut y aller à pied. Ouais. Et les gars, les gilets, les tasses, hors de question. Hein. Hors de question, il faut aller avec le gilet pare-balles, de la citrouille, et puis il n'y a eu aucune occasion pour y aller. Voilà, donc je n'avais pas le droit. Voilà. Le décor n'a rien à voir. Presque impensable au cœur d'une ville qui se relève tout juste de 16 ans de guerre. Sur scène, un groupe de rock local. Des familles, des enfants, mais aussi une partie de la jeunesse baghdadi. Mais la parenthèse enchantée se referme à peine 2 heures plus tard. Ouais, là, j'ai juste envie de prendre une photo pour ne pas oublier cet instant-là. Voilà. Ouais. C'est vraiment, vous pouvez imaginer, parce qu'on est tout le temps enfermé, parce qu'on a toujours l'impression que Bagdad, c'est les bombes, c'est les explosions. Et là, du coup, on voit des femmes, des hommes, pas nécessairement voilés, ça fait du bien. Dans quelques jours, Myriam rentrera en France. 3 semaines d'aération durant lesquelles elle pourra oublier le quotidien de la mission française à Bagdad. Et voilà. Retour à la prison. C'est comme si j'avais voyagé. J'étais dans un espace en dehors du temps là, de Bagdad. On dirait que j'étais ailleurs. C'est une coupure totale. Comme Myriam, ils sont plus de 10 000 fonctionnaires à représenter les Français partout sur la planète. Des hommes et des femmes qui permettent à la France de demeurer la 3e puissance diplomatique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine. Voilà, c'est la fin de ce 66 minutes grand format. Ne manquez pas ce soir Capital à 21h. Apéro et barbecue, les business à succès de l'été. À la semaine prochaine. Très belle soirée sur M6.